En quelques instants, une phrase devient politique, puis action, et la vitesse fait trembler les équilibres. Dans l'extrait, certains comparent des dirigeants à des figures d'autorité, et Ibrahim Traoré est cité comme symbole d'un environnement où l'ordre est suivi sans débat dans un système où la parole se transforme en loi. Au même moment, le discours bascule vers les mines, les minéraux critiques, et l'idée qu'on avertit Botswana de ne pas posséder pleinement ses diamants. Si prêter dépend de renoncer à sa richesse, que reste-t-il aux citoyens quand la règle du jeu change? Cette séquence offre ainsi une clé de lecture pour comprendre comment le contrôle des ressources façonne la souveraineté, la croissance et la dignité économique. L'enjeu apparaît clairement: qui décide des ressources décide du futur collectif. Le discours oppose deux modèles qui coexistent aujourd'hui en Afrique, l'un fondé sur la dépendance financière, l'autre sur la reprise de contrôle, avec des risques assumés et des ruptures visibles. Dans ce cadre, les avertissements adressés à certains pays deviennent un signal plus large, presque pédagogique, sur ce qu'il en coûte de sortir des règles établies par les institutions financières internationales. L'enjeu n'est pas seulement en macroéconomique, il touche les emplois, la transformation locale, la capacité d'industrialiser et même la marge de manœuvre diplomatique. Ce qui se joue ici, c'est la frontière entre conseil et contrainte, entre coopération et pression. Comprendre cette frontière aide à lire autrement les choix récents faits dans le Sahel et au-delà. Un contraste central apparaît alors dans certains systèmes. Une décision suit une chaîne, dans d'autres, elle devient exécutoire immédiatement. Ce contraste, décrit sans chiffres précis, mais avec une insistance sur la vitesse et l'obéissance, éclaire pourquoi certaines annonces produisent des effets visibles presque aussitôt. Le propos initial insiste sur des environnements politiques radicalement différents. Dans l'un, la parole d'un dirigeant est filtrée par des procédures, des contre-pouvoirs et des délais. Dans l'autre, la parole est performative, elle crée la règle et déclenche l'action. Cette différence n'est pas présentée comme un jugement moral, mais comme un fait opérationnel. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré est évoqué par comparaison, non pour décrire des politiques détaillées, mais pour symboliser un type d'autorité où la décision se matérialise sans attendre. À partir de là, le discours glisse vers l'économie réelle. Les mines, les minéraux dits et critiques et la volonté de diversification industrielle apparaissent comme des leviers centraux. Le raisonnement est linéaire, contrôler la ressource permet de décider de sa transformation. Transformer localement crée de la valeur, cette valeur renforce l'autonomie. Le cas du Botswana est alors utilisé comme miroir. L'avertissement attribué aux institutions financières, ne pas acheter la totalité de ses actifs miniers, est présenté comme un signal destiné à dissuader, pas comme un simple conseil technique. Ce contexte s'inscrit dans une toile plus large. Le recul du multilatéralisme est décrit comme un fait observé, non théorisé. À mesure que les cadres collectifs s'affaiblissent, les États seraient abordés individuellement avec des marges de négociation inégales. Dans ce paysage, les choix faits au Sahel, souvent associés à Ibrahim Traoré, prennent une dimension exemplaire, qu'on les approuve ou qu'on les conteste. La question sous-jacente est claire: lorsque la vitesse décisionnelle rencontre la pression financière, quel modèle devient soutenable pour les pays riches en ressources? Pour rendre ces dynamiques concrètes, le discours s'appuie sur un repère indirect, le dirigeant qui assume publiquement la rupture et dont les choix produisent des effets rapides, visibles, parfois dérangeants. Ce rôle n'est pas développé comme un portrait personnel, mais comme une fonction dans le récit, celle de l'acteur qui force les autres à se positionner. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un individu que comme un repère utilisé pour illustrer une manière d'exercer le pouvoir et de parler de souveraineté sans précaution rhétorique. Les impacts précoces se lisent à plusieurs niveaux. D'abord dans le langage, certains mots deviennent soudain légitimes, là où ils étaient auparavant marginalisés. Parler de contrôle total des ressources ou de refus d'injonctions extérieures cesse d'être tabou. Ensuite, dans les réactions externes, avertissements, mises en garde, scénarios de risques économiques évoqués avant même que les décisions ne soient appliquées. Ce décalage temporel constitue un premier effet mesurable, la pression
précède l'action. Le Botswana sert ici de contrepoint. Pays souvent cité comme modèle de stabilité, il se retrouve placé devant un dilemme similaire mais dans un cadre institutionnel différent. L'évocation d'un possible rachat intégral des mines de diamants agit comme un test. Les réactions rapportées montrent que la question n'est pas seulement peut-on le faire, mais que se passe-t-il si on le fait? Ce glissement révèle la nature du rapport de force. L'impact précoce le plus net reste symbolique, en nommant explicitement ce que d'autres suggèrent à demi-mot. Des figures associées à Ibrahim Traoré déplacent la fenêtre du débat. L'idée est simple, par l'échange déjà le terrain. Les événements sont présentés comme une montée en tension progressive, marquée par un avant et un après. Au départ, le déclencheur est discursif. Des propos publics mettent en cause la logique selon laquelle les pays africains devraient renoncer à la pleine propriété de leurs ressources pour préserver l'accès au crédit et à la reconnaissance internationale. Cette prise de parole ne s'accompagne pas immédiatement d'un acte précis, elle agit d'abord comme une provocation intellectuelle, un refus formulé à voix haute de règles longtemps implicites. Vient ensuite la phase de montée. Le discours élargit le cadre en évoquant les minéraux critiques, l'industrialisation et la dépendance structurelle créée par l'exportation de matières premières non transformées. Le raisonnement est séquentiel, extraction sans transformation, dépendance aux devises, vulnérabilité aux pressions extérieures. À ce moment-là, l'argumentation ne vise pas un pays unique, mais un schéma répété. C'est précisément cette généralisation qui crée l'effet de tension, car elle suggère que la remise en cause pourrait s'étendre au-delà d'un cas isolé. Le moment le plus tendu apparaît lorsque le cas du Botswana est explicitement nommé. Pays réputé pour sa gestion prudente et ses relations stables avec les institutions financières, il devient soudain l'exemple d'un avertissement. Le message attribué aux acteurs internationaux est simple et brutal. Acheter la totalité de ses actifs miniers pourrait entraîner un tarissement des prêts, un affaiblissement économique, voire une instabilité future. La formulation transforme un choix souverain en scénario de risque. Ce moment constitue le pic narratif, car il matérialise la menace sans qu'aucune décision irréversible n'ait encore été prise. Puis vient un temps de retombée où le discours s'interroge ouvertement: comment une économie pourrait-elle s'effondrer en possédant pleinement sa principale richesse? Cette question, répétée sous différentes formes, agit comme une onde de choc. Elle met en lumière une contradiction perçue entre les principes affichés de développement et les pratiques réelles de conditionnalité. À partir de là, le récit se charge d'une dimension collective. Il n'est plus seulement question d'un État, mais d'un continent fragmenté, approché pays par pays, faute de cadres multilatéraux solides. Dans ce contexte, les références aux expériences récentes du Sahel servent de toile de fond. Sans détailler des politiques spécifiques, le discours suggère que certaines trajectoires associées à Ibrahim Traoré ont accéléré cette confrontation entre souveraineté revendiquée et pression financière. L'idée centrale n'est pas que ces trajectoires soient exemptes de risques, mais qu'elles révèlent un mécanisme souvent dissimulé. La sanction précède parfois l'acte afin de décourager l'imitation. Enfin, le propos insiste sur les conséquences différées. Les avertissements deviennent des signaux adressés à d'autres dirigeants, les incitant à mesurer le coût politique et économique d'un alignement ou d'une rupture. Le récit se referme sur une tension non résolue. La maîtrise des ressources est présentée comme une condition de l'autonomie, tandis que l'accès au financement reste lié à l'acceptation de règles externes. C'est dans cet espace instable, entre choix et contraintes, que se dessine la suite des événements. Le cœur de la démonstration repose sur une logique de comparaison plutôt que sur des tableaux chiffrés. Le discours ne fournit pas de pourcentage précis, mais il décrit un avant et un après suffisamment contrastés pour fonctionner comme une preuve de tendance. Avant, la norme implicite voulait que l'accès au financement international prime sur la pleine propriété des ressources. Après, cette norme est publiquement contestée et cette contestation produit des réactions mesurables dans le langage, les avertissements et les scénarios évoqués.
Un premier élément d'observation concerne la relation entre propriété et crédit. Le propos avance qu'un rachat intégral d'actifs miniers est immédiatement associé, dans certains discours institutionnels, à des conséquences négatives anticipées. Même sans chiffres, la séquence est claire, un contrôle accru suivi d'un discours de risque, puis de la menace d'un retrait des prêts. Ce chaînage constitue une mesure qualitative forte car il montre que la sanction est envisagée avant l'évaluation des résultats réels. Le écart ici n'est pas monétaire, il est narratif et stratégique. Un deuxième élément d'observation porte sur la valeur ajoutée locale. Le discours oppose l'exportation de ressources brutes à leur transformation sur place. Le point de départ est une économie extractive orientée vers l'extérieur où la valeur est captée ailleurs. Le changement envisagé est une industrialisation progressive fondée sur les mêmes ressources mais traitée localement, même sans données chiffrées. La différence est explicitée en termes d'emploi, de chaîne de valeur et de pouvoir de négociation. Le raisonnement suggère qu'un pas vers la transformation interne modifie plusieurs variables à la fois et pas seulement les recettes immédiates. Un troisième élément d'observation concerne l'asymétrie de pouvoir. Le discours décrit un environnement où les pays sont approchés individuellement, surtout lorsque les cadres multilatéraux s'affaiblissent. Avant, la négociation collective offrait un amortisseur. Après, l'isolement accroît la vulnérabilité. Cette évolution est présentée comme un fait observable, lié à la multiplication d'avertissements ciblés plutôt qu'à des accords globaux. Là encore, la mesure n'est pas numérique, mais elle est répétée suffisamment pour établir une tendance. C'est à ce stade que les références au Sahel, souvent associées à Ibrahim Traoré, prennent une fonction illustrative. Elles servent à montrer qu'un changement de posture politique entraîne quasi mécaniquement une modification du discours externe. Le écart se lit dans la rapidité des réactions et dans leur tonalité, plus que dans des statistiques publiées. Cette accélération devient elle-même un indicateur. Pris ensemble, ces éléments composent une preuve indirecte mais cohérente. Il suggère que la question n'est pas seulement de savoir combien rapporte une ressource, mais comment le fait de la posséder entièrement reconfigure les rapports de force. En l'absence de chiffres officiels, le discours construit une métrique alternative, vitesse de réaction, intensité des mises en garde et élargissement du débat public. La conclusion implicite est prudente, sans données exhaustives, il serait hasardeux d'affirmer un gain net immédiat. Mais le changement de point de départ est indéniable. Parler ouvertement de contrôle total déclenche désormais des réponses structurées, ce qui indique que l'équilibre précédent est déjà en train de bouger. La critique la plus solide contre la reprise totale du contrôle des ressources repose sur la stabilité macroéconomique. Selon cet argument, rompre brutalement avec des partenaires financiers et industriels établis expose un pays à des chocs immédiats, retrait de capitaux, hausse du coût du crédit et perte de confiance des investisseurs. Dans cette lecture, la propriété formelle importe moins que la capacité à maintenir des flux financiers réguliers, indispensables pour financer les infrastructures, les services publics et la balance des paiements. Le risque n'est pas nié, il est présenté comme structurel et potentiellement rapide. Une deuxième objection insiste sur les capacités internes. Posséder une ressource ne garantit pas de savoir la gérer efficacement. Les critiques soulignent que l'industrialisation locale exige des compétences techniques, des chaînes logistiques et une gouvernance robuste. Sans ces prérequis, le contrôle total pourrait conduire à des inefficiences, voire à une baisse de production. Dans ce scénario, la dépendance ne disparaît pas, elle change simplement de forme, passant de partenaires étrangers à des contraintes internes non résolues. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux car ils s'appuient sur des précédents et sur des mécanismes économiques connus. La réponse proposée dans le discours ne consiste pas à les balayer mais à les recontextualiser. D'abord, il est avancé que la menace de sanctions financières précède souvent l'évaluation concrète des politiques mises en œuvre. Autrement dit, le risque est brandi comme outil de dissuasion avant même que les résultats puissent être observés. Cette temporalité affaiblit l'argument de la prudence pure. Ensuite, la question des capacités internes est retournée. Le discours suggère que ces capacités ne peuvent émerger que si l'incitation existe.
Tant que la valeur ajoutée est externalisée, l'investissement dans les compétences locales reste limité. Le contrôle accru n'est pas présenté comme une solution immédiate, mais comme une condition nécessaire pour enclencher un apprentissage industriel. La synthèse est nuancée, les objections ne sont pas fausses, mais elles décrivent surtout les coûts de la transition, pas son impossibilité. Le débat réel porte donc sur le rythme et les garde-fous plutôt que sur le principe lui-même. C'est dans cet espace intermédiaire que se joue la crédibilité des choix à venir. Il apparaît ainsi que la pression intervient souvent avant la décision. Ce renversement de perspective constitue le cœur du moment charnière. Le discours suggère que les avertissements économiques ne répondent pas toujours à des actes accomplis, mais qu'ils servent à empêcher qu'ils aient lieu. Autrement dit, la contrainte agit en amont comme un signal envoyé à ceux qui observent et hésitent encore. Ce déplacement du calendrier change la lecture des risques. Ce n'est plus seulement l'échec éventuel qui est redouté, mais la possibilité même d'un précédent. Dans cette optique, la référence à Ibrahim Traoré fonctionne comme un point de bascule narratif. Elle n'apporte pas de nouvelles données, mais elle condense une séquence déjà visible ailleurs, une parole directe suivie d'une réaction internationale rapide, parfois disproportionnée par rapport aux faits concrets. Ce décalage devient révélateur. Il indique que ce qui inquiète n'est pas une politique spécifique, mais l'idée qu'elle puisse être imitée. Le moment charnière ne révèle donc pas un complot caché, mais un mécanisme. Plus un pays affirme vouloir contrôler entièrement ses ressources, plus la réponse extérieure se structure tôt sous forme de scénarios négatifs et de mise en garde publique. Cette dynamique éclaire d'un jour nouveau les débats précédents sur le Botswana et le Sahel. La question se déplace alors, si la pression vise à prévenir l'exemple, qui décide réellement du champ des possibles? Les effets évoqués dans le discours ne sont pas abstraits, ils se déclinent différemment selon les acteurs concernés et c'est cette diversité d'impact qui donne du poids à l'argumentation. Pour les États, la première conséquence est politique. Revendiquer le contrôle total des ressources modifie immédiatement la relation avec les partenaires financiers et diplomatiques. Les avertissements deviennent plus fréquents, les marges de négociation se resserrent et chaque décision est lue comme un signal idéologique autant qu'économique. Cette exposition accrue oblige les gouvernements à arbitrer entre souveraineté affichée et stabilité perçue. Du côté des entreprises, en particulier celles opérant dans l'extraction, l'incertitude augmente. Le discours laisse entendre que les règles du jeu peuvent changer rapidement, non seulement par des lois formelles, mais par des orientations politiques claires. Cette incertitude n'entraîne pas nécessairement un retrait immédiat, mais elle pousse à renégocier, à retarder des investissements ou à chercher des garanties supplémentaires. Le résultat est un climat plus prudent où chaque annonce publique est scrutée pour en déduire la trajectoire future. Pour les populations, l'impact est plus ambivalent. D'un côté, l'idée de posséder pleinement les ressources nationales nourrit un sentiment de dignité et de justice économique. Le discours insiste sur le fait que voir sa richesse transformée ailleurs, puis réimportée à prix élevé, est vécu comme une anomalie. De l'autre côté, les risques évoqués, raréfaction des prêts, tensions budgétaires, se traduisent potentiellement par des contraintes à court terme. Les citoyens se trouvent alors pris entre une promesse de long terme et des ajustements immédiats. À l'échelle régionale, enfin, l'effet est contagieux. Chaque pays observant la situation des autres ajuste ses propres calculs. Le cas du Botswana, mise en regard des expériences du Sahel, sert de test grandeur nature. Les réactions extérieures deviennent des messages indirects adressés à l'ensemble du continent. Dans ce jeu de miroir, les trajectoires associées à Ibrahim Traoré sont souvent citées comme catalyseurs, non parce qu'elles fournissent un modèle clé en main, mais parce qu'elles montrent qu'un discours frontal suffit à reconfigurer l'espace des possibles. Ces conséquences prises ensemble dessinent un paysage contrasté. Il n'y a ni effondrement immédiat, ni victoire éclatante, mais une redistribution des coûts et des attentes. Le discours suggère que le véritable enjeu n'est pas de savoir si le contrôle total est indolore, mais qui supporte les frictions de la transition. À ce moment-là, une interrogation demeure. Lorsque chaque acteur paie un prix différent, comment décider collectivement du chemin à suivre? À court et moyen terme, le discours esquisse implicitement 3 trajectoires possibles, sans en privilégier une de façon définitive. Une première trajectoire envisagée est celle de l'ajustement
prudent. Les pays qui affirment vouloir reprendre le contrôle de leurs ressources avancent par étapes, combinant déclarations politiques et négociations techniques. Les avertissements extérieurs persistent, mais se stabilisent. Les flux financiers ne s'interrompent pas totalement, ils deviennent plus conditionnels. Dans ce cadre, la souveraineté progresse lentement au prix de compromis qui limitent la rupture mais évitent le choc frontal. Une trajectoire plus favorable repose sur un effet d'apprentissage. Si le contrôle accru s'accompagne d'investissements ciblés dans la transformation locale et de partenariats diversifiés, les premiers résultats tangibles apparaissent. La création de valeur interne réduit progressivement la dépendance aux prêts externes. Les mises en garde perdent de leur force car elles ne correspondent plus aux faits observables. Ce scénario suppose une coordination régionale minimale et une capacité à maintenir le cap malgré les pressions initiales. Il ne promet pas une croissance rapide, mais une trajectoire plus autonome. À l'inverse, une trajectoire plus fragile met l'accent sur la désynchronisation. Les annonces politiciennes ou politiques dépassent les capacités opérationnelles. Les tensions avec les partenaires financiers se durcissent, entraînant un resserrement brutal des financements. Les ajustements budgétaires deviennent visibles pour les populations avant que les bénéfices de long terme ne puissent émerger. Dans cette configuration, le discours de souveraineté est fragilisé par des coûts immédiats mal répartis, ce qui ouvre la voie à des reculs ou à des revirements. Le texte source n'impose pas un verdict, il invite à une lecture conditionnelle. Si les décisions s'accompagnent de séquences claires, qui fait quoi, quand et avec quel garde-fou, alors la transition reste maîtrisable. Si au contraire la parole précède durablement l'action concrète, alors la pression externe risque de produire ses effets les plus contraignants. L'orientation qui se dégage est moins politique que méthodologique. Pensez la reprise de contrôle comme un processus gradué, mesurable et collectif. La question n'est donc pas seulement quel scénario se réalisera, mais quelles conditions seront réunies pour éviter que le pire ne s'impose par défaut. À ce moment-là, le débat quitte le registre institutionnel pour toucher directement ceux qui vivent les conséquences au quotidien. Pour une partie du public, la reprise du contrôle des ressources résonne comme une promesse de cohérence, produire, transformer et décider localement. Cette promesse parle aux jeunes actifs, aux travailleurs des secteurs extractifs et à ceux qui observent depuis longtemps l'écart entre la richesse du sous-sol et les conditions de vie réelles. Le discours leur offre un récit où la dignité économique n'est plus abstraite mais liée à des choix concrets. Pour d'autres, notamment les ménages les plus exposés aux variations budgétaires, la priorité reste la stabilité. Les avertissements sur les prêts, les taux et les ajustements fiscaux ne sont pas théoriques. Ils se traduisent par des services publics sous tension ou des opportunités différées. Le message est alors reçu avec prudence. L'idée de souveraineté séduit, mais elle inquiète lorsqu'elle semble éloignée des contraintes immédiates. Ce clivage explique pourquoi les réactions populaires sont rarement uniformes. Un troisième groupe, plus transversal, regarde ces évolutions comme un signal régional. Les choix associés au Sahel, souvent reliés dans le débat public à Ibrahim Traoré, sont scrutés pour ce qu'ils disent du possible, pas pour être copiés à l'identique, mais pour mesurer jusqu'où un discours frontal peut aller sans rompre totalement les équilibres. Cette observation silencieuse nourrit des discussions locales, des comparaisons et parfois des attentes nouvelles vis-à-vis des dirigeants. Ce qui change surtout, c'est la nature de la conversation. Les citoyens sont invités à penser en termes de trajectoire plutôt que de promesses immédiates. Le discours ne garantit pas un gain rapide, il propose un arbitrage conscient entre coûts présents et bénéfices différés. En ce sens, il transforme le public en acteur du débat, pas seulement en destinataire des décisions. À ce moment-là, le discours esquisse une feuille de route implicite, structurée en étapes plutôt qu'en slogans. Le premier levier concerne la clarification politique. Avant toute mise en œuvre, les objectifs doivent être explicités. Quels actifs sont concernés, quel degré de contrôle est recherché et sur quel calendrier. Cette clarté réduit l'incertitude et permet de distinguer une stratégie graduée d'une rupture improvisée. Elle sert aussi de point de référence face aux avertissements extérieurs. Le deuxième levier touche à la capacité opérationnelle. Reprendre le contrôle suppose d'investir simultanément dans les compétences, la gouvernance et les partenariats
technique. Le discours insiste sur le fait que la propriété n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Sans outils de gestion crédibles, la souveraineté reste déclarative. C'est ici que l'apprentissage progressif devient central, même s'il implique des coûts initiaux. Le troisième levier est régional. L'isolement est présenté comme un facteur de vulnérabilité. À l'inverse, une coordination minimale. Échange d'expériences, positions communes, calendriers alignés, accroît la capacité de négociation. Cette dimension collective apparaît comme un antidote partiel aux pressions bilatérales. Enfin, le quatrième levier concerne la mesure. Le discours suggère de suivre des indicateurs simples, vitesse des réactions externes, évolution des conditions de financement et part de la valeur transformée localement. Ces repères permettent d'ajuster la trajectoire sans renoncer à l'objectif. Dans ce cadre, les références à Ibrahim Traoré fonctionnent comme un rappel constant. Une parole directe peut ouvrir l'espace politique, mais elle doit être relayée par une architecture d'action cohérente. La feuille de route ne promet pas l'absence de friction, elle propose une manière de les traverser sans perdre le cap. Le récit revient alors à son point de départ, la parole qui déclenche un mouvement. Ce n'était pas une statistique ni un plan détaillé, mais une manière de dire les choses sans détour. Comme un écho, l'image initiale de décision rapide et assumée refait surface, non pour être idéalisée, mais pour rappeler ce qu'elle a déjà changé dans le débat. En quelques phrases, des sujets longtemps périphériques sont devenus centraux. Ce rappel fonctionne parce qu'il relie le politique au symbolique. Les références répétées à Ibrahim Traoré ne servent pas à dresser un bilan ou un portrait héroïque. Elles servent à incarner un moment où la parole publique cesse d'être prudente pour devenir performative. Ce moment, qu'on l'approuve ou qu'on le redoute, a déplacé les attentes. Il a montré que le simple fait de nommer certains rapports de force suffisait à provoquer des réactions en chaîne. Le motif qui se dégage est celui de la responsabilité. Reprendre le contrôle de ses ressources n'est pas présenté comme une promesse de facilité, mais comme un choix adulte chargé de conséquences. Le discours invite à regarder ces conséquences en face sans les minimiser ni les dramatiser. La phrase clé tient en peu de mots: choisir, c'est accepter les frictions. En refermant la boucle, cette conclusion ne ferme pas le débat. Elle rappelle simplement que ce qui semblait impossible hier est désormais pensable. Et parfois, rendre une idée pensable est déjà un changement durable. La dernière étape n'appelle pas à un ralliement, mais à une conversation plus exigeante. Le discours invite à dépasser les réactions réflexes, enthousiasme ou inquiétude, pour interroger les conditions concrètes de la souveraineté économique. Posséder ses ressources, les transformer, négocier autrement, ces idées gagnent en visibilité, mais elles restent ouvertes à interprétation, ajustement et critique. Leur force dépendra moins des slogans que de la capacité collective à en débattre lucidement. Dans cet espace, les trajectoires évoquées, y compris celles souvent associées à Ibrahim Traoré, fonctionnent comme des repères, pas comme des modèles à reproduire. Elles obligent chacun à préciser sa position, quels risques accepter, quels compromis refuser et quelles étapes jugées indispensables. Cette clarification est en soi un progrès car elle transforme un tabou en sujet de délibération publique. L'invitation finale est simple: observer, comparer, poser des questions et refuser les réponses toutes faites. La discussion sur les ressources n'est pas seulement africaine, elle touche à la manière dont le pouvoir économique se distribue et se conteste. En ouvrant ce dialogue, chacun participe à définir ce qui sera considéré comme normal ou négociable demain.